Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, comment dire oui aux talents des jeunes et à leurs aspirations et engagements sociétaux et environnementaux? C'est la question à laquelle répond un grand rapport de la Fabrique Spinoza. Alexandre Jost en est le fondateur et délégué général. Il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Noiret. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, ce sont ces débats récurrents sur l'autonomie de la Corse, sujet que l'on croise dans les programmes d'histoire notamment. L'heure de la récré, toujours avec Brandon, récré record avec la 30e ascension de l'Everest par Camille Rita, un Népalais de 54 ans. Et puis rendez-vous enfin avec le cours particulier de Marie-Olivier. On part aujourd'hui à la découverte d'un orchestre de jeunes en Côte d'Ivoire, héritier du mythique programme pédagogique vénézuélien El Sistema. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. 86% des jeunes ont le sentiment de faire partie d'une génération à part. Il n'était que 19% en 1957. Un imaginaire rupture de la loi du progrès générationnel fait que la jeunesse s'estime en glissade, malchanceuse, sacrifiée. Fin de citation, citation extraite de ce rapport de la Fabrique Spinoza intitulé « Comment redonner et faire confiance à la jeunesse ». Alexandre Jost, bonjour. Bonjour Emmanuel. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc fondateur et délégué général de la Fabrique Spinoza. C'est quoi d'ailleurs d'un mot la Fabrique Spinoza? C'est un laboratoire de réflexion sur les grands enjeux de société en se disant « Et si on osait avoir des lunettes positives ?» Donc on interroge tous les grands mots et causes de notre temps au prisme du bonheur citoyen. Et là, vous avez interrogé la jeunesse, je devrais plutôt dire les jeunesses. Oui, tout à fait. On voit qu'il y a des fractures. Par exemple, 42% des jeunes issus de milieux aisés s'estiment très heureux, alors qu'on tombe à 12% pour ceux qui sont issus de milieux populaires. Donc rien que sur le critère de l'épanouissement, il y a des différences. Il y a des différences aussi sur le critère de la confiance en soi et de la confiance en l'avenir. Oui, pas facile. C'est pas facile d'être jeune aujourd'hui. Vous avez cité des chiffres importants. Il y en a un qui m'a marqué. Quand on demande à la jeunesse qu'est-ce qu'évoque pour vous 2050, pour 31% d'entre eux, le mot qui vient, c'est la fin du monde. Donc on a beaucoup de manières d'évoquer les difficultés des jeunesses. L'éco-anxiété, 75% des jeunes trouvent que le futur est effrayant, pas anxiogène. Effrayant. Quand on est jeune, on passe par l'adolescence à un moment, et cette adolescence, elle nous bouleverse. Les biologistes et sociologues, ils parlent de Sturm und Drang. Alors, on va traduire, c'est de l'allemand. Oui, surtout que en plus, mon père est allemand, je ne le parle pas. Alors... Ça veut dire comment dire, le tempête et agitation. Exactement. C'est comme Storm. Moi, je ne parle pas allemand, mais j'ai l'anglais. C'est une période de grande vulnérabilité aussi, et ça, vous y insistez. C'est pas seulement une période de bouleversement. Oui, on est vulnérable à beaucoup de choses. On est vulnérable à ses propres émotions. On a du mal à réagir et à réguler ses émotions. Et puis, même on est vulnérable aux stéréotypes sociaux. On a plus de chances de se conformer aux stéréotypes de genre, y compris dans son choix de vie. Donc une période difficile, c'est certain. Défi aussi dans les relations intergénérationnelles entre les jeunes et leurs aînés. Vous faites des propositions d'ailleurs à ce propos pour essayer de pacifier ces relations qui ne sont pas si dégradées que ça d'ailleurs. Elles ne sont pas si dégradées que ça. Après, en 2021, ça m'a en particulier, mais 56% des Français avaient peur d'un conflit générationnel. Donc on en parle sur le versant travail en invitant les jeunes au travail à dialoguer avec les managers et les seniors pour essayer de comprendre ce que c'est que leur vision du monde, leur vision de l'entreprise et leur vision du travail. Cette inquiétude face à l'avenir, ce défaut de confiance, de projection dans l'avenir, à quoi vous l'imputez? C'est pas facile à dire, mais c'est probablement de manière séminale le fait de ne pas arriver à gagner en confiance dans le système éducatif. On est quand même 12 points en dessous par rapport aux autres pays de l'OCDE en termes de sentiment de confiance des jeunes et leur capacité à gérer des difficultés. Ça, c'est quoi? C'est l'étude PISA de l'OCDE? C'est l'étude PISA de l'OCDE, effectivement. Mais peut-être se dire différemment que être jeune en termes intergénérationnels, c'est aussi être affublé de tous les maux. Il y a ça de très paradoxal où d'une part, on considère historiquement que Socrate considérait que sa jeunesse était oisive et futile. Plus tard, au XXe siècle, XXIe siècle, des sauvageons, des apaches, des blousons noirs, des racailles, on les affûte de tous les noms. Et en même temps, on attend d'eux qu'ils sauvent le monde. Et donc, dans un monde de permacrise écologique, géopolitique, etc. politique en ce moment, eh bien, tout ça arrive sur les jeunes que l'on considère comme peu capables et en même temps ayant une énorme responsabilité. Sacrée injonction paradoxale. Dans ce qui a changé quand même, alors pas par rapport à 57, parce que je citais le chiffre, mais on va dire par rapport à il y a une vingtaine d'années, et notamment la génération des parents des jeunes d'aujourd'hui, c'est l'irruption du numérique, c'est l'invasion de nos vies par le numérique. Qu'est-ce que ça change ça aussi? Ça crée plus d'immédiateté, plus de pression, plus de...
Je pense qu'on n'a pas particulièrement examiné ça dans notre étude, et pour autant, c'est probablement responsable en partie du sentiment d'isolement des jeunes. Et aujourd'hui, nos auditeurs spectateurs seront surpris, mais l'isolement perçu est plus fort chez les jeunes que chez les seniors. Et donc, cette rupture... Ce qui est franchement contre-intuitif. Ce qui est franchement contre-intuitif. Une désocialisation, un sentiment de vide amoureux, tout cela fait qu'ils ont du mal à trouver une trajectoire pour eux-mêmes et entre eux, en tant que collectif, en tant que génération. Alexandre Jost de la Fabrique Spinoza, qui est devenu en 2017, j'ai lu, le mouvement du bonheur citoyen. On a osé, on est schizophrène, on se dit est-ce qu'on est un lieu de réflexion ou on est un lieu citoyen qui embarque et donne de l'énergie? Allez, les deux. On retrouve le bonheur dans quelques instants avec l'Anti-Sèche, mais il ne va pas s'arrêter, c'est Brandon Norette. Bonheur de vous retrouver. Bonjour Brandon. Également, bonjour. Vous allez bien? Anti-Sèche aujourd'hui, l'actualité qui résonne dans les programmes, eh bien, elle nous emmène en Corse, puisque ces dernières semaines, les débats sur l'autonomie de l'île de Beauté ont refait surface, une demande de plus en plus pressante de la part des élus locaux. Il y a un premier accord qui a été trouvé avec le gouvernement au mois de mars. Bon, alors on va le dire avec toutes les incertitudes qui pèsent sur l'avenir, et notamment sur l'avenir immédiat, mais pour nous, pas trop d'incertitudes puisque vous revenez sur l'histoire de la Corse. Oui, il suffit d'observer en fait la Corse dans son ensemble, sa situation géographique. On comprend qu'elle a été convoitée durant toute son histoire et ça commence dès l'Antiquité puisque on a les Phéniciens, on a les Grecs qui établissent des comptoirs commerciaux sur l'île. Elle est ensuite colonisée par les Estrucs, les Carthaginois, avant de passer sous domination romaine. Oui. Les Étrusques, je crois. J'ai dit quoi, moi? Autre chose. Ok, bon, autre chose. D'accord. Et ensuite, les Carthaginois. Vous avez dit. Et avant de passer donc sous domination romaine en 237 avant Jésus-Christ. Après la chute de l'Empire romain, on a la Corse qui est envahie par différents peuples. On a les Vandales, les Ostrogoths. 13e siècle, date un siècle très important pour l'histoire corse, puisque c'est Gênes qui prend le contrôle de l'île. Une domination jusqu'au 18e siècle. Et les Génois donc développent des infrastructures, instaurent un système administratif. Et l'île connaît également de nombreuses révoltes. 1729, révolte menée par des figures comme Hyacinthe Paoli. 6 ans plus tard, on a en 1735 donc les Corses qui proclament leur indépendance, avec en 1755 la première constitution qui est l'une des plus modernes. Oui, il n'y en a pas beaucoup des constitutions dans l'histoire à cette époque-là. C'est sans doute l'une des premières d'ailleurs, et elle sert de modèle à toutes les histoires contemporaines, notamment la Nouvelle-Zélande ou les pays nordiques comme la Finlande et la Suède, et notamment elle sert de modèle précurseur pour les États-Unis. Cette constitution, d'ailleurs, accorde un droit de vote aux femmes. C'est l'une des premières régions, l'une des premières constitutions à le faire. Et là aussi, elle sert de modèle pour l'histoire américaine. Désir de liberté qui n'est pas sans conséquence. L'île plonge dans une guerre contre Gênes. Elle va durer jusqu'en 1768. Et il y a le traité de Versailles. Il y a le traité de Versailles, effectivement. Tout cela. Donc on a Gênes qui cède la Corse à la France. Elle est intégrée, donc cette île, malgré la résistance d'un homme. On parlait de Hyacinthe Paoli, là c'est le fils, c'est Pascal Paoli. La Révolution française bouleverse également l'île avec des révoltes et des guerres civiles qui n'en finissent plus. 1793, Paoli est soutenu par les Britanniques pour tenter de reprendre l'île et les Français réussissent à la conquérir une nouvelle fois, 1796. Alors quand on pense à la Corse, c'est vrai qu'on pense aussi à ces symboles, notamment à ce drapeau et cette tête de mort, et donc qui est apparue pour la première fois au XIIIe siècle. En fait, elle serait liée à la lutte donc des Maures qui ont tenté justement de s'emparer de la Corse au XIIIe siècle. Ce sont ces musulmans d'Afrique du Nord. Ils ont tenté à de nombreuses reprises. Cette tête qui est adoptée officiellement par Pascal Paoli en 1755, il y ajoute un bandeau blanc autour du front. Au départ, c'est un symbole de l'esclavage, il devient un symbole de liberté et aujourd'hui d'ailleurs vous la voyez partout, que ce soit sur les documents officiels, sur tous les bâtiments officiels mais également dans les différents événements, les manifestations culturelles et sportives. Autre histoire intéressante, ça ne s'arrête pas au XVIIIe siècle, on a aussi l'histoire contemporaine, XXe siècle et 2 guerres mondiales. L'histoire de la Corse joue un rôle très important, notamment durant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'en 1943 c'est l'une des premières régions libérées avec une résistance absolument héroïque. À partir des années 70, on a des premiers mouvements indépendantistes qui voient le jour et qui commencent à revendiquer aussi une certaine autonomie. 1982, on a un statut particulier de la Corse qui est adopté, renforcé 9 ans plus tard, 1991. On se souvient aussi des mouvements, des débordements et de l'assassinat en 1998 du préfet Erignac. Erignac par
Yvan Colonna, qui est mort d'ailleurs l'an dernier en prison. Assassiné lui-même. Par un codétenu, effectivement. Et aujourd'hui, donc, la Corse veut aller plus loin. Les indépendantistes, peut-être pas vers une indépendance, parce que sans doute que financièrement, ce serait beaucoup trop compliqué. Mais au moins politique. Mais au moins politique, avec plus d'autonomie. Merci Brandon. On se retrouve dans quelques minutes pour la récré. Eh oui. Grand oral, Alexandre Jast. Impliquer davantage les jeunes dans la prise de décision à tous les niveaux, repenser l'éducation pour développer l'esprit critique et l'autonomie dès le plus jeune âge, promouvoir des modes de vie plus respectueux de l'environnement et du bien-être, ce sont quelques-unes des nombreuses propositions que formule ce copieux rapport de la fabrique Spinoza sur la jeunesse et dont on parle aujourd'hui avec Alexandre Jost. Qu'est-ce qui permettrait de recréer de la confiance entre la société et la jeunesse, puisque le titre du rapport comporte ce mot de confiance? Je pense que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais c'est sans doute changer le regard que l'on porte sur la jeunesse, parce que ce regard, il est lui-même introjecté, disent les sociologues, c'est-à-dire approprié par les jeunes. Et quand on les a interrogés pour savoir comment ils se voient, ils disent que leur génération, leur jeunesse, eh bien, elle est parfois débile, renfermée sur elle-même, bornée, flemmarde, incapable. Donc on a des mots extrêmement durs. Après, mais est-ce que c'est vraiment nouveau, pardon Alexandre Jost, mais moi il y a fort longtemps, c'était l'Obs, le Nouvel Obs on disait à l'époque, qui avait titré sur la bof génération. Quand on relit les articles de l'époque, on est dans les années 70, il y avait déjà cette idée d'une jeunesse oisive qui pensait qu'à faire la fête et à, oui, mais ce qui change, fumer des cigarettes qui font rire et puis voilà quoi. Oui, mais ce qui change, c'est le fait que ces stéréotypes commencent à imbiber, à imprégner et atteindre la jeunesse dans l'opinion qu'elle a d'elle-même. Je pense que c'est ça qui est particulier et qui est à corréler à cette époque anxiogène qui enlève des barrières de protection contre cet imaginaire. Et alors, vous avez envie qu'on parle solution ? Avec plaisir. Ouais, la première chose à laquelle on pense, puisqu'on est sur School TV, c'est quand même la verticalité de l'école. Aujourd'hui, on parle de la magistralité ou du caractère magistral de l'enseignement. Bien, se rappeler que d'après le sociologue Gert Hofstede, on a le plus haut indice de distance hiérarchique en tant que société de l'OCDE, c'est-à-dire verticalité, pyramide étroite et frustration quant à cette verticalité. Magistralité ou verticalité, ça veut dire, si je traduis en langage très très simple, c'est le cours fait par l'enseignant ou l'enseignant qui en gros s'exprime, déverse son savoir, remplit le vase d'élèves qui eux sont passifs et invités à recevoir ça sans se poser trop de questions. C'est ça, je caricature ? Oui, tout autant que la posture, c'est-à-dire que c'est l'expérience, mais la posture, est-ce que ça renvoie en termes de sentiments et de capacité. Donc ça, c'est une première direction. Et puis, toujours lié à l'enseignement, je pense qu'on peut se rappeler tout simplement que partager, vanter, valoriser les succès, c'est fondamental. Les apprentis Noteuil organisent dans leurs établissements la semaine du succès. Et si on allait chercher, coûte que coûte, les plus petits succès de chez chacun pour commencer à rebâtir cette confiance. Ça nous parle. Les compagnons du Tour de France avec le chef-d'œuvre, il y a ça avec. Exactement. Et c'est le cas dans l'aide sociale à l'enfance. Et en fait, ces approches-là pour des jeunes qui sont en difficulté ou en danger, ça marche pour l'ensemble de la jeunesse. Et puis, je pense aussi que si on touche au rôle de l'enseignant, on pourrait quand même se dire, soyons audacieux, on utilise ce terme un peu inattendu, et si l'enseignant était un shot de confiance ? Et si son job n'était pas de faire s'approprier des savoirs, mais de donner confiance en des jeunes. Et alors pourquoi dire ça ? Eh bien quand même quand on sait que 65% des jeunes issus de milieux populaires limitent leurs propres aspirations en troisième, et que derrière, preuve à l'appui, ça a des conséquences sur les résultats scolaires et derrière sur l'orientation, on pourrait se dire, soyons fous, évaluons les établissements, les enseignants, ça sera encore plus polémique, mais dans leur capacité à donner confiance aux élèves, voire à comparer leur niveau de confiance en arrivée dans l'établissement et en sortie d'établissement, et non pas simplement sur leurs notes. On l'évaluerait comment ? On évaluerait comment ? Alors ça, les psychologues le sauraient. Il y a des échelles d'empowerment, d'évaluation. C'est ce beau mot anglais. Oui, c'est l'impuissance, disent les Québécois, l'encapacitation. L'encapacitation, c'est un mot assez moche. Face à une difficulté... C'est la sensation de se dire, je vais y arriver. Exactement. Face à une difficulté, je me sens capable de trouver une solution. Voilà. Confiance en soi, au fond. Exactement. Confiance en soi et confiance en soi pour accomplir. Exactement. Ça. Et puis une dernière idée peut-être, c'est se dire que 92% des DRH, des directeurs des ressources humaines, disent il faut développer les savoir-être, les soft skills
dans le monde de l'éducation, on parle de compétences psychosocio-émotionnelles. C'est important pour le monde du travail, mais c'est aussi important parce que c'est ce qui fait qu'on se construit, qu'on se bâtit. Et si on envisageait l'éducation comme un endroit dans lequel je construis mon identité, mes compétences pour être un être capable de faire des choix et finalement ayant confiance en l'avenir. Bon, vous nous direz après la récré comment on fait justement pour les renforcer, ces soft skills, parce que c'est une expression qu'on emploie aussi souvent sur School TV et pas seulement dans la quotidienne, mais c'est pas si évident que ça. Avec plaisir. Après la récré ? Oui, Emmanuel. Brandon White. Là-haut sur la montagne ? Ben oui, là-haut sur la montagne, exactement. Je pensais que vous alliez me le chanter. Non, c'est fini, là. C'est catastrophe niveau chant depuis le début de l'année. Vous nous emmenez au sommet de la plus haute montagne du monde pour un record. Sur le toit du monde, 8849 mètres d'altitude, donc l'Everest, qui se trouve dans la chaîne de l'Himalaya. Nous sommes à la frontière entre le Népal et la Chine. Alors, c'est pas un record de quelques centimètres gagnés pour cette montagne, quoique on a d'ailleurs perdu 2000 années de glace en 30 ans pour l'Everest. Là, c'est plutôt le record d'un homme. Il s'appelle Kamirita, donc il a 54 ans, c'est un Népalais et il vient encore et encore de battre un record, la 30e ascension donc, de l'Everest. Son précédent record datait du mois de mai, le 12 mai, un précédent record encore depuis 2018 et c'est 22 ascensions, donc il vient de battre son record. Alors cet homme-là, vous l'imaginez, c'est un habitué, il est guide de montagne népalais, sachant que vous savez qu'on n'a pas le droit de gravir l'Everest sans guide népalais, c'est obligatoire. Donc lui, c'est son travail. Un record chaque année, il considère que c'est tout à fait normal, il fait juste son travail. Et il est habitué à ces records parce qu'il faut quand même rappeler un chiffre, en 2023, 600 alpinistes ont réussi à gravir l'Everest. Par contre, avec un triste record, 18 morts. Ça reste extraordinairement dangereux. Ça reste extrêmement dangereux. Et lui, il ne gravit pas que l'Everest. Mais oui, il y a eu le cas de 8000, c'est ça ? Oui, exactement. Il y a eu le K2 donc, l'année dernière, 40 ascensions à des sommets de plus de 8000 mètres. Et donc, un autre record aussi, on peut le dire, eh bien, celui d'embêter les professionnels du livre Guinness des records, parce que sans arrêt, il faut actualiser les chiffres. Et donc, cet homme compte d'ailleurs s'arrêter au bout du 50e record. Donc, on verra encore quelques histoires avec lui dans les prochaines années. Merci beaucoup, Brandon. Grand oral, Alexandre Jost. Alexandre Jost qui citait ce chiffre tout à l'heure à la question qu'évoque pour vous l'année 2050. 66% des 18-24 ans répondent l'inquiétude, 31% la fin du monde. Voilà ce qu'on peut lire dans Redonner et faire confiance. Redonner et faire confiance à la jeunesse, ça passe notamment par une refonte du système d'orientation. 61%, c'est le dernier chiffre que je vous donne, des jeunes interrogés déclarent s'être orientés par défaut. Je rebondis sur la question dont on parlait juste avant la récré, celle des soft skills, des compétences socio-émotionnelles. Comment très concrètement, à l'école, à l'université, on permet aux jeunes non seulement de les développer, mais que ce soit valorisé? Bien, les développer, je pense qu'une fois qu'on a admis que ces soft skills, ils peuvent grandir et se développer, on a déjà fait la moitié du chemin. Savoir que la gratitude est un muscle et peut être finalement travaillé. On estime même pour certains neurologues qu'en quelques semaines, voire un petit nombre de mois, on est capable de muscler le cerveau, ce muscle-là, de l'empathie, de la gratitude. Donc ça va dans le sens de réformes qui ont été prises. C'est possible de construire des cercles de bienveillance, d'établir des protocoles et de former les enseignants sur le sujet, voire de faire entrer des professionnels additionnels au système éducatif. Pour ce rôle-là, on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Vous connaissez ce proverbe africain. Je pense qu'il y a une certaine vérité là-dedans. Et quant à la valorisation, probablement que ça passerait. On n'a pas été jusqu'à comme réflexion, mais dans le fait de l'inclure dans les critères à développer. Et la notation peut-être fait un petit peu peur, mais pourquoi pas, je n'ai pas de proposition à faire là-dessus. Quels sont les critères importants pour les jeunes dans le choix d'une orientation? Il y en a 42% dans ceux que vous avez interrogés qui placent l'intérêt du travail avant le salaire. Oui, c'est vrai. J'aime bien votre question. Et pour autant, je me dis que cette question, elle cache quand même le chiffre de tout à l'heure, qui est que les jeunes sont d'abord perdus dans l'orientation. C'est ça qu'il faut retenir. Les 61% qui s'orientent par défaut. C'est ça. Et quand on creuse leur expérience d'orientation, elle est catastrophique. Ils nous parlent de stress, 83% à être inquiet, 70% à être perdu. Beaucoup qui disent « j'ai été orienté par défaut » ou alors « on m'a orienté en fonction de mes notes ». Est-ce que c'est normal d'être orienté en fonction de ses notes plutôt qu'en fonction de sa vocation, son désir? En partie au moins quand même.
en partie à questionner. Quand on va chez le médecin, ou quand on préfère qu'il ait quand même eu des bonnes notes en médecine, et quand on traverse un pont, on préfère que l'ingénieur ou que l'ouvrier qui a fabriqué le pont soit pas complètement nul, non? Mais vous parlez des médecins, est-ce que vous avez envie, vous trouvez normal que ce soit les meilleurs médecins qui deviennent des neurologues, alors que peut-être une fois la sélection faite en entrée d'école de médecine, eh bien, et qu'on sait que tout le monde est de très bonne qualité, il y a peut-être d'autres médecins qui auraient eu envie d'adopter cette profession. Non, je pense que l'orientation faite de manière statutaire en fonction des notes est une limitation parce qu'elle place dans des cases en ignorant les vocations et les envies. Et ça retouche à une proposition large de la Farisosa qui est de dire: est-ce que l'orientation pourrait être, plutôt qu'un moment anxiogène, d'inquiétude, de déperdition, de stress profond, un moment de construction de soi, un moment d'exploration, une aventure vers le monde professionnel d'après? C'est possible. Une dernière question, vous parlez à un moment donné, je vous cite, de responsabilité sociétale d'orientation. Ça renvoie à l'idée du village pour éduquer, mais c'est le village pour orienter, c'est-à-dire qu'il faut que la société tout entière se préoccupe de ce sujet-là? Oui, ça veut dire que les entreprises pourraient imaginer être des mécènes de l'orientation, des accompagnateurs, être à disposition, se dire pourquoi pas si un stagiaire se présente en candidat, quoi qu'il arrive, on dit oui, on inverse le paradigme, et puis quand même se dire que dans tout le monde, toute la société, oui, il y a l'éducation. Et nous, notre proposition phare, je pense, c'est de dire l'orientation pour être un cours tout au long de la scolarité, toutes les 2-3 semaines, une fois par mois, où on a le temps, je parle vite, donc je ralentis, de construire son projet d'orientation. Ce qui est censé être, ce qui est quand même prévu par la loi, mais ce sont des heures qui sont rarement occupées à ça. Donc ce serait bien qu'elles soient appliquées. Vous restez avec nous, on va voyager. On va aller du côté de la Côte d'Ivoire pour découvrir une belle initiative pédagogique. Je pense qu'en matière d'empowerment, elle est pas mal, vous allez voir. Avec plaisir, Emmanuel. Brandon, merci beaucoup. Cours particulier, Marie-Olivier. Notre rendez-vous hebdomadaire avec Marie-Olivier pour cours particulier. Marie, bonjour. Bonjour, Emmanuel. Vous allez bien? Très bien, et vous? Super, on parle bonheur, empathie, c'est que des sujets que vous adorez, tout ça. Et vous nous faites voyager aujourd'hui, alors à la fois géographiquement, mais également vers de la musicalité, pour nous faire découvrir un orchestre philharmonique d'enfants. Exactement, aujourd'hui je vous emmène en Côte d'Ivoire, où les enfants et les jeunes de moins de 18 ans représentent presque la moitié de la population, et presque la moitié de ces jeunes vit en dessous du seuil de pauvreté. Et un autre problème, beaucoup quittent le système scolaire prématurément, les deux étant liés d'ailleurs. C'est ça, et pour beaucoup, ils quittent l'école pour aider leur famille dans les champs ou sur les marchés, surtout dans les zones rurales. En Côte d'Ivoire, 400 000 adolescents quittent le système scolaire chaque année, sans diplôme ni formation. Et ça explique en partie le taux de chômage qui est plus élevé chez les 15-24 ans. Des enfants, des jeunes qui se retrouvent face à un avenir incertain, peut-être encore bien plus que les jeunes qu'on décrivait précédemment avec Alexandre Josse. C'est probablement plus le cas dans les régions rurales que dans les grandes villes, non? Abidjan, oui. Ça va un peu mieux? Oui, complètement. À Odiéné, par exemple, cette ville de 86 000 habitants au nord-ouest du pays, les enfants travaillent souvent sur les marchés avec leurs parents quand ils ne sont pas à l'école, ou alors ils quittent même l'école pour aider leur famille. Pourtant, c'est dans cette ville peu favorisée qu'une initiative originale a vu le jour. Nous y voilà. Un orchestre philharmonique pour enfants. Exactement. C'est peu probable, puisque la grande majorité des enfants d'Odiéné n'ont jamais touché à un orchestre, pas un orchestre, à un instrument déjà. De musique classique de leur vie, et ils se retrouvent justement à jouer en orchestre. Ce projet un peu fou, comme le dit le chef d'orchestre d'Odiéné, il vient du ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale qui finance personnellement l'initiative. Une idée qu'il est allé piquer au Venezuela. Oui, alors en fait, il s'est retrouvé à Paris où il a lu un magazine qui parlait d'un projet au Venezuela pour les enfants défavorisés. Ce projet, c'est El Sistema, et il a permis d'accompagner des enfants depuis 1975 grâce à la musique. Et le modèle a fait ses preuves puisqu'il est connu pour avoir touché plus d'1 million d'enfants en sortant un grand nombre de l'extrême pauvreté. Et en amenant certains sur les podiums des plus belles salles du monde, comme Gustavo Dudamel, qui fut directeur musical de l'Opéra de Paris, qui dirige l'orchestre de Los Angeles notamment, et qui est passé par El Sistema. Alors comment ils font pour répéter ces enfants en Côte d'Ivoire? Ils prennent sur le temps scolaire? Alors non, ce serait mal vu socialement. Il y a certains enfants de l'orchestre qui ont vraiment dû batailler avec leurs parents, qui avaient peur tout simplement qu'ils ne soient happés par la musique et qu'ils ne se concentrent plus sur leurs études. Pourtant, il est prouvé que la musique peut permettre de développer des compétences utiles à l'école, mais aussi dans la vie. Bon, néanmoins, répétition hors temps scolaire. Oui.
et c'est exigeant. Chaque soir après les cours, les 139 enfants de l'orchestre d'Odienné répètent pendant 2h30, donc chaque jour. Ils ont entre 6 et 16 ans et ils se retrouvent avec leur chef d'orchestre, Fabrice Coffy, et une dizaine de professeurs. Ok, ils ont quel niveau? Alors, ça fait longtemps d'ailleurs que ça a été mis en place, cet orchestre? Alors, ça fait 2 ans déjà. Oh, bah, ça doit commencer à jouer. Oui, les petits musiciens ont eu l'occasion de jouer en public à plusieurs reprises. Ils ont fait résonner les instruments d'un orchestre philharmonique classique avec leur djembé et leur balafon, qui font aussi partie de l'ensemble. Et l'an dernier, ils ont aussi joué devant le président de la République, Alassane Ouattara, lors du 63e anniversaire de l'indépendance du pays. Pas mal. Et tenez-vous bien, il y a quelques mois, ils ont joué en clôture de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football, remportée par leur équipe, la Côte d'Ivoire, de quoi rêver de devenir un grand footballeur ou un grand musicien. Ils leur ont porté chance en quelque sorte. Merci pour ce voyage à l'occasion. Un petit cours particulier sur El Sistema. Tout à fait. Sur Abreu, sur ce qui s'est passé au Venezuela, sur le rôle de Dudamel, ça peut être marrant. Vous allez vous préparer. Exactement, on va Allez, faire ça. On prend rendez-vous pour une prochaine fois. Merci beaucoup. C'est des belles initiatives, ça, des initiatives qui donnent confiance. On est en plein dans ce que vous racontez dans le rapport. On est dans le voyager, on est dans le explorer et peut-être une dernière idée à partager, c'est pour explorer. Allez-y, les jeunes, explorer les associations par le service civique, explorer le programme avec les applis comme Nomade Éducation, explorer les métiers. Glace d'Or, c'est 500 000 métiers professionnels accessibles en Europe pour découvrir ce que donc serait le métier d'après. Donc il y a plein de ressources, c'est quand même ça le message. Exactement. Soyons actifs. Merci beaucoup. Je vous invite à lire ce rapport de la Fabrique Spinoza. Il est sur le site de la Fabrique Spinoza. Il est très épais, je l'ai dit 15 fois. Mais comme la Fabrique Spinoza, c'est le think tank du bonheur, ils sont sympas. Vous verrez, il y a plein de versions réduites, de résumés, de digest. Il y a une lettre de Myriam. Exactement. La nouvelle Marianne que vous avez inventée. Marianne a un plaidoyer pour la jeunesse, les jeunesses de la confiance. Donc vous n'êtes même pas obligé d'y passer des heures et des heures. Vous pouvez y aller et y retourner. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup aussi à toute l'équipe de l'émission. En maquillage, Laure Audemont. Marine Plantec à la préparation de l'émission avec Pénélope D. Pénélope qui est en régie aujourd'hui avec Emma Ferré. Et au son, Saïd Mamou et Xavier Sanchez à la réalisation. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.